Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. C'est la nouvelle incontournable, les tarifs, encore une fois, qui reviennent nous hanter. Le président américain qui a signé un décret hier soir pour imposer des droits de douane de 50% supplémentaires sur plusieurs produits canadiens. Puis ce qu'il y a de particulier dans ce cas-ci, c'est que, vous savez, avant, on était un petit peu protégé par le parapluie de l'ASEUM, cet accord de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Or, même les produits qui sont couverts par cet accord-là, maintenant, sont visés par les tarifs. La pluie passe au travers. La pluie passe au travers du parapluie. Tu as bien raison, Isabelle. On va faire un peu la liste de tout ça, mais il y a plusieurs produits alimentaires qui s'y retrouvent. Sylvain Charlebois est directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Bonjour, Sylvain Charlebois. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Bon, OK. Prenons le temps de décortiquer ça parce que oui, il y a d'autres produits comme les meubles, des bâtons de hockey, certains vêtements, mais il y a dans cette liste-là les produits laitiers. Comment vous interprétez la présence des produits laitiers dans un contexte où on sait très bien là, que le président américain a de s'embire la gestion de l'offre ici? Oui, d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne savent peut-être pas, mais on exporte pour à peu près 350 à 400 millions de dollars de produits laitiers aux États-Unis à chaque année. Bien sûr, nous, on protège notre marché avec des tarifs très élevés, dans certains cas au-delà de 300 %, il faut le rappeler. Donc, on a un système très protectionniste au Canada. Dans le fond, ce que M. Trump tente de faire pour les 30 prochains jours, c'est d'envoyer un message clair en disant, on va s'attaquer à des points sensibles du Canada, dont le secteur laitier. On parle aussi du whisky canadien, en passant, Alexandre, parce que nous, on exporte pour 1,4 milliard de dollars de produits alcooliques, surtout du whisky. Tout ça va être, il va avoir un tarif de 50 % sur ces produits-là par le 19 août. Donc, c'est pas rien, là. Donc, on veut envoyer un message clair au Canada en disant, écoutez, là, on va devoir négocier l'entente de libre-échange avec le Mexique. Pour l'instant, on discute avec le Mexique. Il y a 3 réunions de cédulés pour le mois de juillet-août. Avec la MSA, il n'y en a aucune avec le Canada pour l'instant. Donc, il n'y a pas ce qui bouge là avec le Canada. D'ailleurs, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. Que doit être la réponse appropriée du Canada? Et qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion là, de Mark Carney jusqu'à maintenant? Là, lui, là, qui s'est fait élire sous la promesse de pouvoir gérer les caprices du président américain. Isabelle, depuis le début de l'émission, ça suscite beaucoup de réactions. C'est qu'on se demande si c'est un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que ça aura vraiment lieu? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346 pour nous joindre par texto, par téléphone. Il y a Jess qui est en studio qui est là pour piou-piou répondre au téléphone rapidement. C'est ça que ça fait quand vous appelez. Oui, toujours, ça fait toujours ça. On a un drôle de système, nous autres, qu'est-ce que tu veux. En radio, pas comme les autres, ça a l'air. Mais Sylvain Charlebois, dans le cas de la réponse de Mark Carney, parce que depuis le début, il a utilisé un peu la flatterie. Là. Il était allé à la Maison-Blanche, complimentait le président américain, qui, au départ, quand même, avait un certain respect. Là, le gars banquier, puis beau soute. Bon. Mais là, on a quand même senti dans les derniers mois une relation plus tendue entre les deux. Je vous présente la réaction de Mark Carney, là, une déclaration où Ottawa dénonce une violation directe de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, que les relations commerciales avec les États-Unis étaient désormais durablement transformées, mais on veut quand même poursuivre les négociations dans les prochaines semaines. Puis là, t'as Doug Ford, qui lui, là, c'est un émotif, là, c'est un sanguin, là, en Ontario, qui lui, là, c'est, on veut une réponse dollar pour dollar, tarif pour tarif. Comment vous voyez ça, Sylvain Charlebois? Oui, en fait, j'avais l'ambassadeur américain au Canada, Pete Hoekstra, sur mon podcast il y a quelques semaines. Et puis, c'était clair, là, lorsqu'on discutait avec lui, que la campagne de Doug Ford avec les fameuses annonces avec Ronald Reagan là, en octobre a vraiment miné les efforts de Mark Carney, à mon avis, parce que il a dit, il y avait une entente.
Oh, il y avait une entente là, avec le Canada. On aurait pu calmer le jeu. Mais en octobre, avec la campagne, on a vraiment décidé de reculer du côté des Américains. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Dans le cas de l'alcool, je dois te dire, Alexandre, j'ai été surpris que ça a pris tant de temps que ça. Parce que, évidemment, la réponse canadienne venait des provinces, venait des gouvernements. Et je pense que ça a pris beaucoup de temps aux Américains de comprendre vraiment que c'était pas un boycott qui venait des consommateurs, c'était un boycott institutionnalisé. Puis je pense que les Américains l'ont mal pris, ça. De dire que bon, on interdit de vendre des produits américains, point final. Là. C'est une interdiction, c'est une politique d'interdiction. Et là, on a eu une réponse hier, finalement, à plusieurs mois. Là, on parle de plusieurs mois plus tard. Fait que moi, je m'attendais à une réponse bien avant. Là. Mais c'était une question de temps de voir une réponse aussi forte. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a 30 jours. Là. On s'attend à une réponse de M. Carney du Canada d'ici 30 jours. Puis ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être peut-être de taxer la potasse, par exemple, dans le cas des engrais. On pourrait peut-être demander aux provinces de cesser l'interdiction et de laisser aux consommateurs décider s'ils veulent des produits américains ou non. Là. Je pense que c'est à peu près ça qui pourrait être les différentes alternatives pour le Canada. Là. Parce que, bon, aujourd'hui, c'est le Conseil de la Fédération. Ça se passe à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Ça va être le sujet de conversation. Tout le monde va parler que de ça. Le concept de gestion de l'offre, c'est beaucoup dans l'actualité, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas compris nécessairement par tout le monde, professeur Charlebois. Essayez de nous expliquer ça le plus clairement possible. Là. Pourquoi le Canada et le Québec y tient à ce point-là? Puis pourquoi, au contraire, les Américains veulent le changer? Ben, en fait, les Américains ne veulent pas changer la gestion de l'offre. Ils veulent avoir accès au marché canadien. Dans le fond, c'est un peu ça qu'on veut faire. Puis c'est surtout au niveau des ingrédients. Les gens vont dire, nous, on n'en veut pas des produits américains, des produits laitiers américains, mais c'est pas ça, là. Nous, je crois que les Américains misent sur le marché des ingrédients. Donc, par exemple, si vous faites du yogourt au Canada, vous pourriez acheter des protéines laitières américaines, puis personne ne pourrait le savoir, là. Ça ne sera pas étiqueté sur l'emballage comme tel. La raison pourquoi on s'intéresse au marché canadien, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de lait aux États-Unis, surtout au Wisconsin. Le Wisconsin produit plus de lait que le Canada, là. Donc, il y a beaucoup de lait aux États-Unis. Donc, c'est pour ça. Et le Canada est un marché qui est tout près des Américains. Donc, ce qu'on veut faire chez les Américains, c'est de créer une brèche dans la gestion de l'offre et de permettre aux exportateurs américains d'exporter davantage des produits laitiers au Canada, point final. Il y a plusieurs réponses sur la messagerie. Oui, je suis curieux. Maxime du Saguenay. Les négociations de Mark Carney sont aussi efficaces que les mesures de la CAQ pour l'accès aux points d'eau au Québec. Yikes! C'est pas pour rien que Trump préférait l'élection libérale. Poilievre aurait fait mieux. C'est Alex de Verchères qui nous raconte ça. Il y a du monde aussi qui se questionne. Est-ce que la campagne de Doug Ford vraiment va nuire aux efforts de Carney? Il y en a qui trouvent qu'il n'y a pas l'étoffe. Il dit, bon, Carney, c'est un banquier, point barre. Il n'est pas capable de négocier. On est vraiment en position de faiblesse présentement. Ouais, l'espèce de stratégie où on a mis le genou à terre, on n'a pas trop répondu, on a même reculé, hein, Sylvain Charlebois, on a même reculé, notamment sur la taxe sur les géants du numérique, là, on a reculé. Là. On a cédé sur la taxe numérique, on a cédé sur le pont Gordie Howe la semaine passée. Donc, il y a quelques jours, là. Puis M. Carney a refusé de publier l'entente avec les Américains. C'est Bloomberg aux États-Unis qui a sorti en fait les informations sur l'entente, qui a miné évidemment la position de M. Carney. N'oubliez pas une chose aussi, M. Carney a aussi appliqué des tarifs sur les produits cannés, donc les légumes cannés. Ça, c'était en juin, il y a un mois. Moi, je vais vous avouer franchement, en regardant le palmarès de M. Carney, j'ai énormément de difficultés à comprendre sa stratégie. Parce que d'un côté, on va à New York pour dire on veut permettre le Canada à Make America Great Again. Vous vous souvenez du discours aux États-Unis? Oui. Et 2 mois avant, on publiait une vidéo en avril de cette année. M. Carney
publié une vidéo en disant que les États-Unis étaient un problème pour la relation qu'on a avec les Américains est un problème pour le Canada. Alors, il y a toutes sortes de messages. J'étais en Irlande il y a un mois, la même semaine que M. Carney, et chose que les Canadiens ne savent pas, mais M. Carney s'est moqué publiquement de M. Trump là, devant un auditoire. Oui, il a imité M. Trump pendant quelques secondes. Ouais, mais ça ne l'a pas passé dans les médias canadiens. Ça danse des deux monsieur au camping? Oui, c'est ça. Mais au Canada, on ne sait pas, il n'est jamais là. Ben, c'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que M. Trump a tout vu ça, a décidé, coudonc, tout aussi bien de forcer la main du Canada et de les ramener parce que là, actuellement, le Mexique avance. Malgré les insultes, malgré le style de M. Trump qui est désagréable, on doit l'avouer, là. Malgré tout ça, le Mexique, Mme Sheinbaum, moi, je dois donner beaucoup de crédit à Mme Sheinbaum. Elle a décidé de carrément laisser de côté les insultes. Elle se concentre sur les transactions avec les Américains. Et c'est pour ça que le Mexique est devenu le partenaire le plus important pour les Américains, a surpassé le Canada dans les 6 derniers mois. Là. C'est vrai qu'elle est très solide, Mme Sheinbaum. Ouais. François est au bout du fil. Bonjour, François. Bonjour, ça va? Ben oui, ça va très bien. Est-ce que c'est François de Sept-Îles? Non, de Granby. Oh, de Granby. De Granby, on est content. François, quelle est votre perception? Quelle serait votre solution? À vous, la réponse du Canada devrait être quoi? Solution. C'est un gros mot. Comme je disais dans le message texte, Trump, c'est Trump. Il est en train, tranquillement, pas vite, de détruire tout ce qui est autour de lui. Puis je pense que sa vision des choses, c'est qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des intérêts, puis il se fout vraiment de nous autres. Puis ce que j'aime pas bien, justement, c'est que qu'importe la manière qu'on essaie de s'approcher, que ce soit par la diplomatie, il va arriver à un moment donné où ça ne sera pas assez pour lui, puis il va arriver avec d'autres choses. Tu sais, je me souviens quand ils ont commencé à négocier au début pour des tarifs précédents, on avançait dans les ententes, puis là, après ça, il est arrivé avec d'autres choses puis qu'il voulait rajouter. Tu sais, ça ne sera jamais assez. Il veut vraiment tout contrôler. Puis si on veut y aller dollar pour dollar avec de la force, comme qu'on a parlé récemment aussi, c'est qu'à un moment donné, il va arriver un moment où on ne pourra plus suivre. Ils ont vraiment plus de ressources de leur côté, puis ça va juste envenimer la situation. Moi, c'est ça que je pense. Peut-être que j'ai tort, là, mais en tout cas. Non, bon point, François. Merci de nous avoir appelés. D'ailleurs, Sylvain, c'est pas facile de négocier avec un gars comme Trump, hein? En fait, il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Il faut accepter, à mon avis, que la Maison-Blanche ne croit pas que le commerce international est une bonne chose pour les Américains. Je pense que la plupart des Canadiens, la plupart des Québécois sont en désaccord avec ça, mais c'est la réalité. M. Trump, en fait, s'est attaqué à l'ensemble des pays sur la planète. Là. C'est pas juste le Canada. Il y a 2 pays qui ont décidé de riposter. C'est la Chine et le Canada. C'est tout, là. La Chine, c'est pas le Canada, là. Le Canada, on est 2% de l'économie mondiale. Alors, c'est pour ça qu'au niveau géopolitique, il faut quand même être conscient de notre rôle. Mais on est juste au nord des États-Unis. Et l'ensemble de la richesse qu'on a au Canada, en fait, émane du commerce avec les Américains. Donc, oui, M. Trump, est-ce qu'il est désagréable? Est-ce qu'il n'est pas facile? Est-ce qu'il change d'idée? Absolument. Mais il faut travailler avec, et c'est ce que le Mexique a décidé de faire. Là. Isabelle? Olivier trouve que c'est le temps qu'on se rende compte qu'on est un petit pays puis qu'on subit, mais on a juste profité dans le temps, puis on n'a peut-être pas assez travaillé pour solidifier nos affaires. Pourquoi? Quelqu'un qui est choqué là, que Carney ait ri de Trump. Quelqu'un d'autre aussi qui trouve qu'on devrait continuer de boycotter les produits américains. Il y en a qui disent qu'on devrait encourager davantage le mode de commerce canadien, voyager au Canada, acheter des produits canadiens. Il y a François de Sept-Îles, entre autres, qui mentionne ça. On devrait être un peu plus fiers d'être Canadien. Sylvain Charlebois, notre fameux elbows up, là. Moi, je suis dans un chorégraphie un matin, je suis un bras dans les airs. Le fameux elbows up là, de Mark Carney, il arrive quoi avec ça, là? En fait, vous savez, moi, je voyage beaucoup. Je passe du temps aux États-Unis. Je travaille avec des collègues dans différentes universités américaines. Puis, si l'achat local, l'achat canadien, l'achat québécois, à mon avis, si le choix vient du consommateur ou de la consommatrice,
c'est une décision qui est beaucoup plus puissante que de voir des provinces prendre la décision pour le collectif. Vous savez, chez les Américains, lorsqu'on voit un consommateur décider de ne pas acheter américain et d'acheter québécois ou canadien, c'est un geste qui a beaucoup plus de conséquences pour eux que de voir une province décider de boycotter des produits. Et je suis pas certain que... C'est pour ça que moi, j'ai toujours encouragé l'achat local. C'est important de le faire. C'est important de encourager nos commerçants ici, parce que c'est un message qui est beaucoup plus fort que d'institutionnaliser un boycott. Là. Ouais, c'est un rappel aujourd'hui de cette importance. Professeur Charlebois, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.